Dans cette vidéo What the fuck, nous poursuivons notre descente vers les abysses. Au programme, de nombreux incidents entre des ovnis et des témoins. Dans cette vidéo, nous évoquons l'incident de la base de Malmstorm, l'incident de la forêt de Rendlesham, la rencontre de Westall et de l'école Ariel, la rencontre de Valensol, la rencontre de Cusack et la rencontre de Socorro. Bienvenue dans Phénomène. En 1967, un incident étrange se produit dans la base de Malmstorm, dans le Montana, aux États-Unis. Cet incident sera rapporté publiquement des années plus tard par plusieurs officiers de la base passés à la retraite. La nuit du 16 mars 1967, plusieurs officiers de la base, qui abritent des missiles nucléaires, passent la nuit près des silos de lancement et rapportent avoir vu des ovnis survoler les silos abritant les missiles. L'un des témoins sera tellement bouleversé par l'observation qu'il ne retravaillera plus jamais à la sécurité des missiles. Plus intriguant encore, au même moment, les missiles deviennent inopérables, comme s'ils avaient été désactivés à distance. Alors que l'un des officiers rapporte ses observations le matin, faisant le lien entre la panne des missiles et les ovnis, tous les missiles de la base se désactivent les uns après les autres. Il faut comprendre qu'il est quasiment impossible que deux missiles tombent en panne en même temps. Alors tous, si personne ne sait ce qu'il a pu se passer, les interrogateurs ont rapporté que les témoins étaient visiblement choqués par l'expérience qu'ils avaient vécue. Dans le même genre, Robert Jacobs, ancien premier lieutenant pour la US Air Force, évoque un test visant la mise en orbite d'une ogive nucléaire en Californie en 1964. Alors que l'engin quittait l'atmosphère, un ovni serait apparu, aurait dirigé un rayon lumineux vers l'ogive, puis l'aurait contourné avant de projeter à nouveau un rayon lumineux vers l'engin nucléaire, qui serait alors retombé dans l'atmosphère, désactivé. Présent lors du Disclosure Project de 2001, de la National Press Club Conference de 2010 et organisateur de la National Press Club Conference d'octobre 2021, Robert Salas est l'un des porte-parole de ces incidents et insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un avertissement pacifique visant à rappeler à l'humanité les dangers qu'elle prend à jouer avec des armes nucléaires. L'événement de 2021 a incité Lou Elizondo, ancien directeur du programme AATIP, à promouvoir la nécessité d'une initiative internationale afin de clarifier toute erreur d'interprétation de ces disruptions et ainsi éviter un conflit nucléaire induit indirectement par le phénomène OVNI. On reste dans un contexte militaire et l'on se rend au Royaume-Uni. Il est 3 heures le matin du 27 décembre 1980 quand une patrouille de la base de la Royal Air Force de Woodridge, près de Suffolk, au Royaume-Uni, passe près de la porte Est. C'est alors qu'elle remarque d'étranges lumières qui descendent dans la forêt voisine de Rendlesham. Ils vont voir ce qui se passe de plus près, pensant qu'un avion aurait pu s'écraser. En entrant dans la forêt, le lieutenant-colonel Charles Halt, qui dirige la base ce jour-là, rapporte avoir découvert un objet brillant, d'apparence métallique, arborant des lumières colorées. En essayant d'approcher l'objet, ce dernier se serait mis à bouger à travers les arbres, terrorisant les animaux de la forêt. Vers 4 heures du matin, la police arrive, mais ne remarque rien d'étrange. Dans la matinée, les militaires trouvent des traces au sol, près de l'incident. Les traces présentent un motif triangulaire, et près de la zone, des branches d'arbres sont brisées ou brûlées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 29 décembre, Halt retourne sur les lieux pour faire des relevés des niveaux de radiation. C'est alors qu'il voit 3 lumières similaires à des étoiles qui traversent le ciel. 2 au nord et 1 au sud, 10 degrés au-dessus de l'horizon. La plus brillante va survoler la zone pendant près de 3 heures, allumant un faisceau lumineux par moment. Le témoignage de Halt est documenté par son rapport, un mémo audio, les relevés sur la zone d'atterrissage présumée et de nombreux témoins qui corroborent sa version des faits. Malgré ces alertes, les rapports de Halt sont ignorés et sont même sujets à des moqueries, comme la bande audio de son mémo qui est écoutée pour se moquer de lui. Halt accusera alors les États-Unis et l'Angleterre de vouloir cacher la vérité. Certaines théories penchent pour une mauvaise interprétation avec un phare dans l'axe emprunté par les lumières ou encore à une opération des Special Air Service pour se moquer de l'Air Force américaine. Une thèse soutenue par Jacques Vallée qui estime que l'événement est similaire à des cas avérés d'opérations de guerre psychologique dont il avait connaissance. Pourtant, la base aurait abrité des missiles nucléaires américains et nous avons déjà vu de l'appétence des ovnis pour le nucléaire. Envie d'en savoir plus ? Consulte la bibliographie en description ou fais-nous part de tes questions en commentaire et peut-être que nous ferons une vidéo dédiée à ce cas. En 1960, près de Melbourne, en Australie, un instituteur finit son cours. Il est 11 heures quand ses élèves lui font remarquer un objet étrange dans le ciel. L'objet est décrit par les élèves comme ressemblant à une soucoupe de la taille de 2 voitures familiales de couleur grise ou vert-gris. L'objet émettrait une légère lumière pourpre. D'après les élèves, l'objet serait descendu et aurait survolé l'école avant de disparaître derrière des arbres.
Après environ 20 minutes, il serait réapparu et serait parti en direction du nord-ouest. Certains témoignages rapportent qu'il aurait été pourchassé par un autre objet volant non identifié. Ce cas, présenté aussi bien dans le documentaire de Jeremy Corbell, The Phenomenon, que dans une récente série documentaire tchèque achetée par Netflix, a pour intérêt de totaliser plus de 300 témoins, y compris des enseignants. De plus, les témoins sont toujours constants dans leurs témoignages, même 50 ans plus tard. Mais ce n'est pas le seul cas impliquant une école et une observation d'OVNI en plein jour. C'est en 1994, à Ruwa, au Zimbabwe, que 60 élèves de l'école Ariel sont témoins d'un événement incroyable. Rapporté par un journaliste correspondant de la BBC, Tim Leach, les témoignages des 60 élèves sont concordants. Le 19 septembre 1994, vers 12h12, les enfants remarquent un large disque près d'arbres avoisinants. Certains enfants rapportent avoir vu des personnes vêtues de noir avec de grands yeux noirs près de l'appareil. Après avoir vu que les enfants les avaient repérés, ils seraient alors retournés dans l'appareil. Si les parents et les professeurs sont d'abord sceptiques, les témoignages concordants des enfants semblent être validés par l'actualité. Des observations d'OVNI dans le pays, mais aussi dans les pays voisins, sont rapportées par des avions et des officiels à la même période. Mais pourquoi se serait-il posé ? Un enfant rapporte avoir vu un des occupants sur le vaisseau aller d'avant en arrière, peut-être pour effectuer des réparations. Certains enfants rapportent avoir eu une sorte de contact télépathique avec les occupants de l'OVNI qui les auraient mis en garde sur l'état de la planète et la crise écologique. On revient en France et on va te parler d'un cas iconique. Pour le traiter parfaitement, on pourrait y passer des heures, alors nous allons juste le passer rapidement en revue et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Le 1er juillet 1965, à 5h45 du matin, Maurice Mas, agriculteur apprécié de la région, est au lieu-dit d'Olivol, à 2 km de Valençol. Il découvre un objet de type soucoupe volante, de la taille d'une voiture dauphine en forme de ballon de rugby, dont le dessus serait d'une matière transparente, posée dans son champ de lavande. Il voit alors un individu d'environ 1 mètre, de forte corpulence, vêtu d'une combinaison et tête nue, qui descend de l'appareil quelques instants. Rapidement, il remonte dans l'OVNI qui part à toute vitesse. L'agriculteur remarque des traces sur le sol en forme d'étoile avec un trou cylindrique au milieu. Fin août, Maurice Mas complète son témoignage et indique s'être approché de l'objet à environ 7 mètres, voyant les deux occupants accroupis près de l'objet regardant sa lavande. L'un des occupants l'aurait vu et aurait pointé vers lui un objet. Conséquence, Maurice Mas est alors paralysé, dans l'incapacité de bouger, mais il reste debout. L'ancêtre du GEPAN, l'association civile GEPA, étudie le cas et conclut, je cite, « Nous sommes enclins à penser que le champ de lavande de M. Mas a été l'objet d'une visite insolite et, semble-t-il, extraterrestre. » Comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur le rapport de l'armée de l'air australienne de 1971, ce cas fait partie de ceux présentés par Hynek et Vallée, regroupés dans le document listant les armements possibles des OVNI. On reste en France et on aborde une autre rencontre rapprochée du troisième type. Pour cela, on se rend à Cussac, dans le Cantal. C'est dans ce village d'environ 230 habitants qu'une famille va faire une rencontre étrange au matin du 29 août 1967. Ce matin-là, 2 enfants, François et sa sœur Anne-Marie, respectivement 13 et 9 ans, accompagnent une dizaine de vaches dans un champ voisin. D'après le quotidien La Montagne, les enfants ont soudainement vu 4 petits nains et croyant qu'il s'agissait de petits enfants, François les appelle, leur demandant s'ils veulent jouer avec lui et sa sœur. Les 4 nains se seraient aussitôt sauvés derrière un buisson. Curieux, François monte sur un mur pour les observer et voit alors un engin brillant qui l'aveugle. Il est à environ 60 mètres de l'objet. Les 4 nains semblaient vêtus de combinaisons noires et portaient des poils sur le visage. Ils auraient plongé la tête la première dans l'appareil, de 4 mètres de large sur 2 mètres de hauteur. Anne-Marie en aurait vu un ressortir qui semblait avoir oublié quelque chose. Puis l'engin se serait envolé avant de disparaître rapidement dans le ciel. Les 2 enfants sont le fils et la fille du maire qui attestent de la véracité des dires de ces enfants. Le cas a également été étudié par le GEPAN, sans i, mais il n'apparaît pas dans la base de données en ligne du GEPAN, avec un i. Cherche-t-on à nous cacher quelque chose ? Bien qu'écartée par le GEPAN, la conclusion admise semble être celle d'un hélicoptère de type Alouette 2 qui serait étranger, l'armée et les héliports n'ayant pas enregistré de vol pouvant correspondre à l'observation au moment des faits. Pour terminer, nous allons à Socorro dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le 24 avril 1964, un an avant Valençol, un officier de police en service, Lonnie Zamora, poursuit un conducteur imprudent quand il remarque un rugissement et une étrange lumière dans le ciel. Il décide de se rendre là d'où vient la lumière, pensant qu'une explosion a pu avoir lieu.
Arrivé sur place, Zamora remarque un objet ayant la forme d'un haut brillant avec deux personnes de petite taille, peut-être des enfants, face à l'objet. Les deux personnes portaient des combinaisons blanches. L'un d'eux a remarqué Zamora et aurait commencé à s'agiter. L'objet serait alors reparti sans faire un bruit, mais en produisant une sorte de flamme bleue. En se rendant sur place avec un collègue, ils trouveront des traces sur le sol, 4 larges et rectangulaires et 4 plus petites et rondes, pouvant correspondre à des trains d'atterrissage, même si Zamora ne croit pas en avoir vu. Certains pensent qu'il s'agirait d'un canular, mais la ressemblance avec des cas comme Valensole, 1 an plus tard, ou San Antonio, 20 ans plus tôt, laisse planer le doute. Même si pour certains chercheurs comme Jacques Vallée, il s'agit bien d'une rencontre du troisième type, comme pour Valensole. Le très sérieux site The Black Vault, porté par John Greenwald, s'est intéressé à l'affaire, reprenant les rapports du FBI et de la Air Force. Ainsi, cette photo est une reconstitution réalisée par le projet Blue Book. Une reconstitution, ce n'est pas courant pour Blue Book, ce qui témoigne de l'intérêt de Hynek qui a enquêté sur l'affaire sous Quintinilla. Nous avons évoqué quelques cas qui présentent 2 types de caractéristiques. Les premiers sont liés à l'intervention du phénomène OVNI pour interférer avec des armes nucléaires. On pense immédiatement à la menace que cela représente. Vu les témoignages, il est totalement possible d'imaginer qu'un OVNI puisse activer une ogive nucléaire sans autorisation préalable et ainsi nous propulser dans une guerre nucléaire. Pourtant, en 45 ans d'incident, pas de détonation à déplorer. Les autres cas évoqués tendent à prouver la possibilité des rencontres du troisième type, que ce soit avec les incidents de l'école de Westall ou de l'école Ariel, ou les rencontres approchées de Maurice Mas à Valensole ou celles des enfants à Cussac, les occupants ne semblent pas hostiles mais davantage curieux et soucieux de notre planète. Alors, ennemi ou ami ? Donne-nous ton avis en commentaire et n'hésite pas à compléter l'iceberg que tu peux consulter via le lien en description. Dans les prochaines parties de cette série, nous resterons encore juste sous la surface pour parler d'un programme spatial secret, du mémo de l'amiral Wilson ou encore du projet Stargate. On espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, mets un like et rejoins-nous en t'abonnant à la chaîne. Et si tu veux encore plus aider la chaîne, tu trouveras en description le lien vers notre page Tipeee. Enfin, pour explorer les cas dont nous avons parlé, va voir la bibliographie en description ou demande-nous une vidéo dédiée dans les commentaires. À vendredi pour une nouvelle vidéo.